C'est maintenant, c'est tout de suite, ça brûle. L'élection présidentielle, nous y sommes enfin. Ça arrive vite, très vite. C'est dans 3 semaines maintenant, premier tour le 10 avril. D'ici là, comme chaque semaine, dans Et maintenant 2022, on revient sur les temps forts de la semaine de campagne. Hashtag Et maintenant 2022 si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, et comme à chaque fois, nous avons des invités intelligents en plateau, des invités qui ont des choses à dire. Je vous les présente. Emmanuel Voguet, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'agence The Progressive Company. Sophie de Ravinel, grand reporter au service politique du Figaro, bonjour. Merci d'être avec nous. Nicolas Bavrez, bonjour. Bonjour. Économiste, historien. Je renvoie à votre livre Reconstruction. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et à côté de vous, Georges-Marc Benamou, écrivain, journaliste, auteur de la série documentaire C'était la guerre d'Algérie. C'est à voir en replay sur France Télé alors qu'on célèbre les 60 ans des accords d'Évian. Merci d'être avec nous, merci d'être sur ce plateau. Dans cette émission, on se penchera sur le phénomène Marine Le Pen. Phénomène curieux, Marine Le Pen, parce que hormis Emmanuel Macron et peut-être Jean-Luc Mélenchon, tous les candidats s'effondrent cette semaine dans les sondages. Tous, non, Marine Le Pen résiste encore et toujours. On se demandera quel est le secret de cette résistance. On se demandera aussi à quoi servent les petits candidats. À rien, semble penser Jean Lassalle, qui demande davantage de visibilité du côté des chaînes de télé. Et puis on évoquera la menace d'une abstention record. À quel candidat cette abstention peut profiter ? Jean-Luc Mélenchon appelle à la mobilisation générale. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, le programme d'Emmanuel Macron. Ce jeudi, le président a tenté de s'effacer derrière le candidat. Il avait donné rendez-vous aux journalistes en banlieue parisienne, dans la ville d'Aubervilliers, pour une conférence de presse. Très longue conférence de presse. 4h10, montre en main. Que retenir de l'exercice ? La promesse, notamment de 15 milliards d'euros de baisse d'impôts et le plein emploi dans les 5 ans. Écoutez-le. Nous devons travailler plus. Et là-dessus, il y a 2 leviers. Le plein emploi, la réforme des retraites. En prenant cet engagement, je suis volontariste mais réaliste, parce que je peux m'appuyer sur les résultats que nous avons collectivement obtenus durant les 5 années qui viennent de s'écouler. Pour ce faire, nous poursuivrons les réformes du marché du travail, en continuant à simplifier et déconcentrer le dialogue social, à continuer à donner de la visibilité aux employeurs comme aux salariés. Nous continuerons les réformes de l'assurance chômage pour l'adapter à la conjoncture, avec un système simple. À chaque fois que la conjoncture s'améliore, on doit avoir des règles qui réincitent encore davantage au retour à l'emploi. Emmanuel, c'est le même Emmanuel Macron ou quelque chose a changé ? Non, c'est le même. C'est pourquoi prendre des risques ? Caracol en tête. L'objectif était de surtout n'avoir absolument rien qui dépasse, d'avoir aucune aspérité, de se mettre au-dessus de la mêlée avec voilà, dans la longueur, comme ça on ne pourra pas dire qu'il a fui le débat. Je doute en revanche que tout le monde n'ait pas décroché au milieu. On a tenté de suivre. Écoutez, bravo si vous y êtes parvenu, moi pas. Non, mais stratégiquement c'est malin. Écoutez, quand on a 10 points d'avance, pourquoi voulez-vous qu'on aille prendre des risques ? Vous pensez que cette conférence de presse était pensée comme ça ? Moi, je pense que oui, il fallait être chiant. Il fallait qu'il n'y ait pas un poil chiant, pardon pour l'expression. Non, c'est moi, Sophie. Mais il fallait être casse-pied, il fallait être rasant, il fallait être voilà le moins d'aspérité possible, c'est-à-dire le moins de risques possible. Il gère son avance très tranquillement. Georges-Marc. Le problème à l'Élysée, il faut se mettre du point de vue des stratèges de l'Élysée, c'est comment faire campagne sans faire campagne, au fond, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de conférence de presse, il a tout annulé, etc. Les Français déjà commencent à grogner, on va être frustrés de notre élection présidentielle. Donc la méthode, et ça je rejoins Emmanuel, c'est comme disait le patron du Monde, Hubert Boeuf-Méry, faites chiant. Donc il ne cherche pas l'audience, 4h30, il cherche l'exploit, il cherche les commentaires, il cherche à faire sérieux. Donc il a fait chiant, c'est volontaire, et je crois que c'est sa stratégie de campagne. C'est vraiment appuyer là-dessus pour donner le sentiment qu'il y a une campagne alors qu'il n'y en a pas. La stratégie, c'est pas forcément d'être chiant, hein. Je ne sais pas Sophie, mais... Ah, je pense que ça y participe. Ah oui, en tout cas, il pourra toujours dire effectivement, regardez, renvoyer les journalistes ou ceux qui l'interrogent sur l'absence de campagne ou l'absence de programme ou l'absence de projet ou de vision présidentielle en disant mais écoutez, j'ai passé 4h10 à vous les présenter, comment on est
n'êtes-vous pas venu m'écouter à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez à redire à tout ce que j'ai présenté? Et hier, on l'a entendu dire d'ailleurs à ceux qui l'accusent d'avoir le même programme ou de copier le programme, mais enfin, si vous n'êtes pas capable d'être original, pourquoi est-ce que vous allez vous tanner à cette présidentielle? Ça, c'est de la pipe. Voilà. Et du coup, non, c'est évidemment une stratégie. Après, est-ce qu'il peut vraiment faire autrement? Est-ce qu'il est responsable du Covid, qui a évidemment embarqué tout le début de la campagne? Est-ce qu'il est responsable de cet épouvantable climat international avec la guerre en Ukraine? Évidemment non. Il fait aussi avec ce qu'il peut. En revanche, il en profite largement et effectivement, il évite les débats. Et surtout, il évite les projets, il évite les sujets compliqués. On l'a entendu hier tous, et notamment sur la question des institutions ou sur un exemple. On va venir sur le fond prendre. peut-être après, là, mais oui, je voulais voilà. qu'on s'attaque vraiment à la forme. Qu'est-ce qu'on a appris du Macron candidat, Nicolas? On a appris que le Macron candidat et le Macron, s'il doit y avoir un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, ce sera dans la continuité du premier. Donc c'est vrai que ce qui ressort de ces 4 heures, finalement, c'est une formule toute simple, c'est-à-dire que le projet, c'est le bilan, et le bilan, c'est le projet. Voilà. Et donc ça, pour le coup, c'est très différent de 2017, où Emmanuel Macron était le candidat de la disruption, du bouleversement du système. Et donc aujourd'hui, et la grande différence sur le fond, c'est qu'à l'inverse, alors qu'en 2017, la priorité, c'était la Startup Nation et la société civile, là, on a un discours qui est un discours complètement centré autour de l'État. Donc, ça, ce qui est la conséquence, évidemment, d'un quinquennat de crise, avec les gilets jaunes, avec la pandémie, avec maintenant la guerre en Ukraine, mais ce qui est aussi l'évolution, une évolution qui a été subie plutôt que voulue, et qui est un grand paradoxe, parce que à la fois l'État est au cœur donc maintenant du projet, et c'est en même temps sûrement un des plus grands angles morts du quinquennat d'Emmanuel Macron. Angle mort sur les institutions, on l'a dit, angle mort sur la sécurité et sur l'État régalien, angle mort sur la modernisation de l'État et sa réforme. On va parler de son projet, justement. Je voulais vous montrer juste... d'un mot, peut-être, Steve, sur le climat de la campagne. On est, cette année, face à deux éléments inédits. Le premier, qui s'est déjà répété dans l'histoire, mais par rapport à 2017, c'est nouveau, c'est qu'on a un sortant. En 2017, on n'avait pas de sortant. Et donc, la campagne, par définition, est plus âpre, à mon sens, quand il n'y a pas de sortant que quand il y a un sortant. Mais surtout, et ça, c'est absolument inédit à ma connaissance, c'est qu'on a un sortant qui est le favori des sondages. Or, jusqu'à présent, tous les sortants ont été sortis, si j'ose dire. Et donc, la gestion de la... Sauf en 88 oui, vous étiez trop jeune, Emmanuel. Oui, enfin c'était, oui, d'accord, mais on était en cohabitation. Voilà. Donc c'était pas du tout un sortant qui tenait le pouvoir. Là, pardon, mais je crois que, mis à part Charles de Gaulle, on n'a pas d'exemple, contemporain. Non, mais donc, le général de Gaulle n'avait pas été élu au suffrage universel. En plus, vous avez raison. Donc on est donc dans une situation parfaitement inédite, qui change les règles de la présidentielle et qui fait que j'ai le sentiment que les oppositions, en tous les cas ceux qui veulent la place, n'arrivent pas à se mettre au bon niveau dans cette campagne parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Mais restons peut-être sur Emmanuel Macron, parce que sur le fond, est-ce qu'Emmanuel Macron est toujours le candidat du « en même temps » ? Est-ce qu'il s'est droitisé par rapport à 2017 ? Quand un journaliste lui pose une question, lui pose cette question, eh bien il botte en touche. Écoutez-le. Dans le programme que je viens de vous dire, la volonté que je viens d'exprimer, il y a immanquablement des réformes, des ambitions que vous pourriez qualifier comme venant et autant d'inspiration de gauche, d'autres d'inspiration de droite. Il se trouve que dans le gouvernement, les gouvernements que j'ai nommés ces 5 années, il y avait des femmes et des hommes dont le parcours venait de la gauche, d'autres de la droite. La même chose pour l'Assemblée. Je l'assume totalement parce que je pense que fondamentalement, c'est ce pourquoi les Françaises et les Français m'avaient choisi il y a 5 ans. Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. Georges Marc, Emmanuel Macron, de droite ou de gauche après cette présentation du programme ?
Il a, sur le plan du classement, c'est un homme de centre-droit social-libéral, ou en tout cas libéral-social. Mais est-ce qu'il ne s'est pas droitisé? C'est ce qu'on dit, on entend aussi, c'est un peu la petite musique. Je suis assez d'accord avec Nicolas Bavrez quand il dit qu'il a eu une évolution régalienne totalement subie et pas voulue. Hein, parce que, disons que il était Tony Blair en 2017, et là, il est un peu plus la génétique Chevènement pour qui il avait voté jadis. Mais ça n'est pas un choix, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur l'autorité, que ce soit sur les flux migratoires. C'est pas un choix? Pourquoi? Comment ça? C'est subi. C'est subi par les faits. Hein. Il n'y a pas de génétique. Il y avait un angle mort, et là aussi je suis d'accord avec Nicolas, sur les questions régaliennes. Alors, il a appris. Et deuxième élément qui me semble très important, c'est vrai que c'est assez prodigieux au sens sportif et politique. Une réélection, si elle revient, ça défie même les prévisions de Mitterrand, qui dit après moi des petits présidents. Les petits présidents, pardon, avec beaucoup de guillemets et de respect, mais c'est Sarkozy incapable de se faire réélire, Hollande incapable de se représenter. S'il arrive à se faire réélire, effectivement, dans l'histoire de la Ve République, c'est un exploit dû aux conditions, à la génétique particulière qu'il a. Alors, on verra bien plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. Non, mais parmi les propositions... Je crois aux forces de l'esprit. Voilà. En effet. Je ne l'écouterai pas. Réforme des retraites 65 ans, réforme du RSA avec obligation de formation, obligation d'activité. Sophie, il chasse quand même sur les terres de la droite, non? Oui, il chasse sur les terres de la droite, évidemment, parce que quand on pense à la retraite, on ne peut pas dire le contraire. En même temps, j'apporterai un modulo parce que s'il a cité hier 62 fois, selon mon confrère Marc Landré qui a fait le compte, le mot travail, je dirais qu'il y a peut-être, sauf depuis les 35 heures, une conception du travail qui n'est pas forcément de droite. Je veux dire, la notion du travail, c'est aussi une notion de gauche. Et sur cette question du RSA, on peut imaginer que dans son électorat, vous parliez de Jean-Pierre Chevènement, il y a des gauches aujourd'hui, et il y a quand même dans ce programme d'Emmanuel Macron des choses qui résonnent à gauche aussi. Et la question d'une contrepartie sur le RSA, c'est quelque chose qui est très demandé aussi. Je pense à l'école, on a beaucoup dit, bon, libéralisation ou autre, il y a aussi, dans un électorat de gauche, une attente sur des réformes. Il n'y a pas qu'un système qui serait qualifié de libéral, même si effectivement des profs, d'autres, et le monde le corps enseignant peut être assez réactif, assez tendu, etc. Mais Valérie Pécresse accuse Emmanuel Macron d'avoir pillé ses idées, d'avoir pillé son programme. Oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? Alors, oui, elle l'accuse. D'ailleurs, oui, alors ça, si je peux me permettre en termes de communication, dire ça, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Voilà. De la part de Valérie Pécresse. Mais oui. Mais est-ce qu'il y a un fond de vérité, Nicolas, là-dedans, là Emmanuel Macron qui pille d'une certaine manière les idées de la droite? Je crois que ce n'est pas tellement une affaire de pillage, mais moi je pense que ce qu'on a entendu hier, effectivement, c'est clairement un programme qui penche clairement à droite. Mais parce qu'Emmanuel Macron suit l'évolution sociologique et politique du pays aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde... Il n'y a pas l'initiative, il ne fait que suivre l'opinion publique. Si on regarde aujourd'hui, parce que le discours sur le travail qui doit payer plus, entre guillemets, la reprise en partie de la critique de ce qui serait l'assistanat, je mets ça entre guillemets, l'insistance placée sur la sécurité, sur la souveraineté. Il faut être clair, un des problèmes de la gauche, c'est qu'elle a abandonné tous ces thèmes dont certains étaient en partie... aujourd'hui, entre la décroissance, entre la woke culture, etc. Bon, et du coup, c'est vrai que, là encore, si on fait la comparaison avec 2017, entre les deux projets, il ne fait pas de doute que si on doit les regarder et les mettre côte à côte, celui-là, il est beaucoup plus à droite. La deuxième remarque que je voudrais faire, qui est intéressante, c'est sur la réponse d'Emmanuel Macron et la manière dont il envisage sa réponse politique. Parce que finalement, s'il est réélu, il sera un peu dans la position qui a été celle de Jacques Chirac en 2002, c'est-à-dire il va être réélu en partie par défaut et avec... avec des normalement d'illégitimité ou des accusations dont on parlera un peu avec plus tard. Mais... une situation qui appellerait une forme d'union nationale entre les forces, en tout cas les forces modérées. D'ailleurs, il l'a pas exclu. Effectivement, que Valérie Pécresse pourrait, pourquoi pas, intégrer son gouvernement. Mais ce que je voulais
vous dire, ce que je trouve intéressant, c'est que la manière... Ce qu'elle souhaitait elle-même. C'est que la manière dont il l'a abordé, vous l'avez entendu, c'est que ce soit au gouvernement ou à l'Assemblée, il a parlé d'hommes ou de femmes, donc d'individus. Et donc, on voit très bien qu'il reste dans une logique qui a d'ailleurs commencé à fonctionner, notamment vis-à-vis de certains élus des Républicains. Il est dans une logique qui est une logique de capter des gens. Il n'est pas dans une logique d'essayer de véritablement trouver un accord politique avec l'ensemble des forces. Donc, je crois que ça c'est très important pour la suite. Georges-Marc, vous avez vu des surprises, vous, dans ce programme d'Emmanuel Macron? Vous avez été surpris? Non, j'ai un peu surpris sur la question de la redevance, que je trouve pas très courageuse et un peu démagogique, même si c'est un point microscopique. Je pense que le président ou le candidat se grandirait à défendre la culture, le service public de l'audiovisuel, plutôt que d'avoir une mesure un peu démagogique. Mais ça, c'est un peu corporatiste. Non, moi je suis assez d'accord, et je pense qu'il a quelque chose de mitterrandien. Moi, j'ai observé de près la manière dont l'élection se passe en 88, c'est-à-dire les débauchages individuels. C'est-à-dire Mitterrand refusait absolument, alors que Rocard demandait le ralliement des partis démocrates chrétiens ou ce qu'il en restait à l'époque. Mitterrand était acharné à du débauchage individuel en 88, qu'il a parfaitement réussi de manière à avoir les mains le moins liées possible. Et il y a quelque chose, en grandissant, en vieillissant, il y a du Mitterrand chez ce manœuvrier. Il doit sans doute le souhaiter. Des tactiques de provocation, des billards à trois bandes, un machiavélisme au vrai sens du terme en tout cas, qui ont fait un grand politique, et qui, pour reprendre la couverture de Marianne, fait que la médiocrité des autres, ou de la plupart des autres, n'en est que plus grande. Emmanuel, il y a du Mitterrand chez Macron? Il y a du Mitterrand chez Macron dans sa capacité effectivement à s'adapter aux situations, mais moi j'ai pas l'impression qu'il ait fondamentalement changé. En 2017, il a inventé ce « et » hein, ou ce « nini », pour reprendre les mots de François Mitterrand. Et là, il le fait. Il fait déjà la synthèse, là. Quand on l'écoute... il emprunte. La question de savoir s'il est de droite ou de gauche, pour moi, elle est même plus la question. Elle est plus pertinente. Ce qui est pertinent, c'est que il emprunte à la droite un cahier des charges économiques libéral, disons cela comme ça. Il emprunte aux souverainistes l'indépendance, les thèmes régaliens, l'autosubsistance, l'indépendance stratégique, souveraineté populaire. Et puis, il emprunte à la gauche aussi un certain nombre de termes de matière progressiste, quand il parle de la fin de vie, par exemple, quand il parle de la laïcité. Donc, il est effectivement très mitterrandien. C'est la France unie, finalement. Hein, et il a peut-être pas le monopole du cœur, mais en tous les cas, il a le monopole de la parole crédible. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen tient bon. Marine Le Pen résiste. C'est en tout cas ce que nous disent les sondages. La candidate du Rassemblement national est systématiquement donnée au second tour face à Emmanuel Macron. Alors forcément, elle se voit déjà tout en haut de l'affiche. Écoutez-la. Vous êtes souverain dans notre démocratie. Vous, peuple de France, vous êtes le souverain. Alors, n'écoutez pas la petite musique qui vous laisse penser que cette élection serait faite, que pour des raisons extérieures, il y aurait une réélection automatique, ou alors que la politique, ça ne sert à rien, que rien n'est possible. Tout est absolument possible. À chaque fois que quelque chose vous choque, à chaque fois que quelque chose vous heurte, à chaque fois que vous êtes témoin d'un dysfonctionnement dans notre pays, derrière, il y a eu une décision politique qui en a été à l'origine. Sophie, clairement, c'est Marine Le Pen aujourd'hui la favorite pour le second tour? Oui, évidemment. Même si évidemment tout est incertain, on en parlera, lié à l'abstention qui risque de rebattre des cartes, qui fait flotter pas mal de points sur pas mal de candidats. Elle est favorite, elle est forte, elle a une expérience, elle s'est améliorée incontestablement. Elle a vraiment, en termes de communication, enfin je parle sous le contrôle des spécialistes, mais elle est parvenue à imposer quelque chose, et même si son parti est extrêmement faible, même si elle est controversée au sein même, son image et son statut au sein même de son parti,
Elle a cette force que, d'ailleurs, on attendait quand Éric Zemmour était si fort au mois de décembre. On se disait attention, attention, on va attendre le mois de février-mars quand on va voir toutes les classes populaires et tous ces groupes qui la soutiennent. Et effectivement, ça se confirme et elle est clairement en tête. Mais si je peux apporter absolument un modulo, il y a un institut de sondage alors qui est un peu controversé parce qu'on a critiqué et notamment la Commission nationale des sondages la faiblesse de leur mais c'est des personnes qui les interrogent, des échantillons, merci, c'est Cluster 17. Et ils ont, je trouve, quelque chose d'intéressant, justement parce qu'ils distinguent par cluster quels sont les corps qui vont se tourner vers chaque candidat. Et pour Marine Le Pen, on voit que ce sont ce qu'ils ont appelé des réfractaires, des eurosceptiques, des sociopatriotes et même des anti-assistanat, même si... voilà. Et dans ces corps-là, l'abstention est particulièrement, menace d'être particulièrement forte. Alors peut-être qu'elle le paiera, effectivement. On va en parler juste après. Je voulais juste vous montrer ce sondage Elab qui nous dit qu'Emmanuel Macron reste nettement en tête des intentions de vote, 31%. Marine Le Pen consolide son avance sur les autres, elle est à 18%. Malgré la guerre, Marine Le Pen est donc la seule parmi les candidats un peu à résister. C'est quoi son secret? Comment vous l'expliquez, Georges Marc? Bon, d'abord, il faut relativiser. Il faut se souvenir qu'avant l'irruption de M. Zemmour, elle était à 30%. Donc elle est à 18. La deuxième chose, moi je crois que les Français, ils ont besoin d'être habitués à des personnages. Donc c'est la troisième élection présidentielle. Ils se sont habitués, comme ils s'étaient habitués à Jacques Chirac, etc. La troisième raison, c'est que finalement, il y a un effet Zemmour qui a été assez bénéfique pour elle, qui l'a adouci, qui l'a éclairé, peut-être recentré, humanisé. La violence, la raideur idéologique d'Éric Zemmour, etc., en a fait une femme qui aime les chats. Non mais elle est plutôt assez sympathique. Ça, c'est pas que Éric Zemmour, c'est aussi une stratégie, une tactique qu'elle a mis en place. Oui, mais je pense que par ailleurs, il y a une forme de vérité. On triche pas complètement quand on est sous les spotlights tout le temps, passer à ce filtre. Je pense qu'on a révélé une femme qui, comme Jacques Chirac, vous êtes trop jeune pour le savoir, mais le Jacques Chirac de fin 94, qui avait morflé, qui avait été trahi, qui avait des couteaux dans le dos, qui disait putain 2 ans, ben là, elle s'est humanisée devant les trahisons, les reniements, parce que c'est le lâchage de sa nièce, enfin, tout ça est une sorte de tragédie pour lesquelles les Français ont eu curieusement de la sympathie. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la dynamique? Est-ce qu'il y a une spécificité dans l'électorat Le Pen? Je ne sais pas, Emmanuel, Nicolas. Il y a une fidélité peut-être particulière à Marine Le Pen, à la figure de Marine Le Pen? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une fidélité à la personne de Marine Le Pen, parce que c'est un électorat qui se sent rejeté, qui ne se sent plus représenté par personne. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une adhésion à la personnalité de Marine Le Pen. Mais Georges Mac a entièrement raison. Moi, je pense que le succès, enfin en tous les cas, non, le succès, le relatif maintien, parce que c'est ça dont il faut parler. Elle a quand même perdu beaucoup avec l'arrivée de Zemmour. Mais en même temps, finalement, Zemmour, moi je pense que elle s'en sort par la double conjonction de l'arrivée de Zemmour et de la radicalité et de la violence de Zemmour, qui effectivement en fait presque un doux animal, Marine Le Pen, un doux chat, sans les griffes. Méfions-nous des chats. Mais il faut se méfier parce qu'à un moment, le chat peut ressortir les griffes. Mais aussi, elle a travaillé. Elle a beaucoup travaillé. Et on sent bien que la Marine Le Pen de 2022... Ce ne sera pas le même débat si un deuxième tour. C'est quelqu'un qui est préparé. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a besoin de fouiller dans ses feuilles, comme on l'a vu lors du débat en 2017. Et puis, elle a beaucoup appris de ces 2 échecs successifs. Quand vous voyez la manière dont s'est passée l'émission de lundi chez vos confrères de TF1, Marine Le Pen, pour moi, a été avec Emmanuel Macron et de loin la meilleure dans cet exercice. Pourquoi? Parce qu'elle a eu cette intelligence de ne pas essayer de combattre le président sur des thèmes sur lesquels elle n'a pas la légitimité pour combattre. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déroulé. Et pendant que les autres s'amusaient à essayer de jouer à l'apprenti président, elle a déroulé ce qu'elle avait à dire à son électorat. Et donc, pour revenir à votre question originelle, elle répond aux demandes de son électorat. Elle leur parle. Elle n'est pas en train de se préoccuper des autres. Mais sur la guerre en Ukraine, elle ne baisse pas dans le sondage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électorat de Marine Le Pen, finalement, s'en fiche un peu des questions internationales, Nicolas, peut-être? Non. La question centrale, c'est peut-être le pouvoir d'achat. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Français sont touchés par ce qui se passe en Ukraine, et ils sont touchés d'ailleurs
aussi par les conséquences économiques. Mais ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que je pense qu'elle est créditée d'être elle-même, d'avoir une stratégie et un discours qui sont en tout cas constants et qu'on voit bien. Elle est créditée aussi de s'être préoccupée du pouvoir d'achat depuis le début. Et elle a changé, je m'adresse à l'économiste, elle a changé sur ces questions économiques par rapport à 2017 où on l'avait accusée d'être incompétente. Peut-être qu'elle a bossé effectivement sur ces questions. Et elle est moins... oui, elle a changé sur un point majeur, c'est que déjà, il n'est plus question de sortir ni de l'euro, ni de l'Union européenne. Donc ça a complètement disparu. C'était quand même un élément très très clivant et qui lui a fait beaucoup de tort parce qu'effectivement ce serait une catastrophe économique. Elle a changé aussi parce qu'elle est moins étatiste, si je puis dire. Elle tient plus compte du marché, de l'entreprise. Donc ça a changé, mais je crois qu'effectivement elle sait très bien qu'en matière de légitimité, c'est pas sur l'économie qu'est son point fort. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà, ça c'est le chef de l'État qui le dit. Hein. Ça, exactement. Mais sauf sur un point qui touche, parce que en fait, son socle, ce sont les classes populaires. Et ce socle-là, elle est arrivée à le maintenir. Et puis ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, Éric Zemmour passe par un trou d'air. Et donc, comme toujours, on a quand même, là encore, si on veut réfléchir un peu après, on a quand même un bloc d'extrême droite qui représente 30% de l'électorat, ce qui est... Ce qu'elle représentait avant l'arrivée de Zemmour. Ce qui est considérable. Et voilà. Et si on rajoute Nicolas Dupont-Aignan et quelques autres... Ça fait beaucoup. Mais est-ce que justement, ces électorats, ça s'additionne? Non, mais est-ce qu'il y a un plafond de verre toujours pour le deuxième tour? Faut pas oublier un truc, c'est qu'elle a parfaitement réussi son rétro-pédalage sur Poutine et sur la Russie. Absolument. Alors qu'à l'inverse, Zemmour, et on l'a vu dans sa conclusion lundi, s'est encore emmêlé les pinceaux à qualifier Poutine de démocrate autoritaire. Enfin, bon. Et il s'en sort pas de ça. Alors qu'elle a très vite rétro-pédalé. Elle a rétro-pédalé massivement de manière à évacuer le sujet. Et donc pour elle, l'Ukraine, enfin Poutine n'est plus un danger que Éric Zemmour continue à trimballer comme une voiture volée, quoi. Donc pour Zemmour, il y a véritablement un avant et un après. C'est-à-dire avant la guerre en Ukraine, après la guerre en Ukraine. Oui, c'est-à-dire que le type vous dit, attendez, moi j'ai une connaissance historique, je suis aussi bon que Charles de Gaulle ou Jules César. Hein, je vois tout. Et il s'explose complètement. Et il y a le truc qui se passe sous ses yeux et il vous trompe. Donc il est plus audible. Moi je vous dis vraiment, le lendemain, oui. je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce clone qui nous raconte des histoires? Donc je pense que véritablement ce décrochage est là, on ne peut plus. C'est plus de crédibilité, c'est plus que... C'est une explosion en vol. Enfin, il y a quelque chose là qui s'est cassé puisque c'était son socle. Il y avait beaucoup d'approximations historiques. Elles ont explosé. Voilà, et jusqu'à présent, il avait une quasi-impunité. Sauf que là, sous les yeux, il y a une erreur politique, intellectuelle, morale majeure, et non seulement l'erreur est sous les yeux de tout le monde, mais il est incapable de la corriger. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est incapable de la corriger, et peut-être parce qu'il manque d'expérience politique. Et tout simplement, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, aurait dû se rétamer sur ce sujet, parce qu'en matière de proximité, vu ce qu'il avait dit sur la Syrie et autres sujets de soutien au régime de Vladimir Poutine, il aurait pu aussi en pâtir, ce qui ne semble pas être complètement le cas. Et c'est l'expérience politique de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen qui, et là, ça ne trompe pas. Et là, entre guillemets, la verdeur d'Éric Zemmour en la matière. Question, Georges Marc, à quoi servent les petits candidats? Vous allez nous le dire dans quelques instants. Petits avec des guillemets, hein. Si je pose la question, c'est que mardi, Public Sénat était partenaire du grand oral des candidats consacré au thème des libertés locales. Grand oral organisé dans la ville de Montrouge avec les associations d'élus locaux. C'est assez rare pour être souligné. La quasi-totalité des candidats y ont participé. 10 sur 12 d'entre eux ont répondu à l'appel. Parmi eux, Jean Lassalle qui s'interroge sur la place des petits candidats dans la campagne. Écoutez-le. Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir. Parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. C'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde.
Et regardez, il reste 2 malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu'hier soir. Bon, finalement, Jean Lassalle reste candidat. Georges Marc, mais sur le fond, est-ce qu'il n'a pas raison? Les petits candidats, à quoi ils servent si finalement on ne les entend pas, si on ne les invite pas dans les émissions de télé? Théoriquement, dans l'esprit de la Constitution, il n'y a pas de petits candidats. Il n'y a pas de petits candidats et tout le monde est sur la ligne de départ à condition de remplir les conditions de filtre 500 signatures ou pas. Il y a des petits candidats. Dans les faits, il y a des petits candidats, mais au regard des institutions publiques et des médias, il ne devrait pas y avoir de petits candidats. Je trouve ça profondément choquant que pour des raisons d'audience, de mise en scène, etc., on se dise ces deux-là, ils viennent pas. Je veux dire, pourquoi Madame Hidalgo est là et pas Monsieur je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de choquant au regard des institutions, et je pense que cette égalité, ce sentiment d'armes égales, y compris dans les temps de parole, y compris dans la communication, y compris dans les moyens de faire campagne, doit être une condition. Sinon, la dérive sera américaine. C'est-à-dire, malgré les lois qui encadrent le financement des partis politiques, celui qui pourra se payer des réseaux sociaux, des campagnes, etc., sera plus efficace. Ouais. Donc, pas de petits candidats, c'est contre l'esprit de la Constitution de la 5e. Emmanuel? Moi, il a raison, Jean Lassalle, quand il dit que c'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde. Mais alors, à ce moment-là, moi, je ne comprends pas qu'on ait 12 candidats à l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire qu'ils représentent tous quelque chose. Ah bon? Alors, il faut 1000 signatures. Je suis d'accord. C'est là où j'allais en venir. Mais Georges Marc, c'est là où j'allais en venir, c'est qu'on a eu tout un débat sur 500 signatures, est-ce trop? Mais moi, je pense qu'au contraire, il faut structurer davantage et avoir une porte d'entrée pour pouvoir concourir qui soit un tout petit peu plus exigeante. Alors, c'est pas forcément en rajoutant un nombre de signatures d'élus locaux. On peut parler de parrainage populaire, réparti sur l'ensemble du territoire, etc. Mais enfin, à la limite, moi, je trouve qu'il est scandaleux qu'on leur ferme la porte aujourd'hui, de la même manière, au regard de ce qu'ils représentent électoralement, il sera scandaleux qu'on leur donne exactement le même temps d'antenne quand on sera dans les qualités parfaites. Sophie n'est pas du tout d'accord. Sûrement, mais moi je pense qu'il faut relever le seuil d'accès à la candidature. Sophie? Moi je dirais que la question n'est pas forcément de relever le seuil. Pourquoi les empêcher si jusqu'ici, effectivement, eux se plaignent déjà que le seuil est extrêmement compliqué et qu'en plus on doit donner le nom des signataires, ce qui peut effectivement... Chose, ça, oui, mais ça peut être aussi un blocage pour eux. Pour ça que j'ai parlé de soutien populaire. Oui, alors, on peut essayer de combiner les deux. Mais pourquoi vouloir brider la démocratie? S'ils sont présents, s'ils représentent une diversité, après on peut se dire, bon, est-ce qu'en France, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou pourraient se mettre d'accord pour ne présenter qu'une candidature? Ce serait méconnaître l'un et l'autre et effectivement la diversité de leur électorat. Sophie, une question, quand quelqu'un fait 0,5% des voix... Eh bien, s'il a l'autorisation constitutionnelle de se présenter et la possibilité, ce n'est pas brider la démocratie, mais ils ont, je pense qu'il faut que cette élection présidentielle soit la plus pluraliste possible et qui est regardez Jean Lassalle, il est à 3%, je crois, le dernier sondage, ça n'est pas anodin. Il est devant Anne Hidalgo. Oui, largement. C'était absolument épouvantable. Voilà. Mais même Philippe Poutou a dépassé Anne Hidalgo, je crois. Mais voilà, donc il y a suffisamment, me semble-t-il. On parlait des difficultés du mandat d'Emmanuel Macron, des Gilets jaunes. Je crois qu'il y a eu assez de volonté d'expression de la démocratie pour ne pas chercher à... Est-ce que c'est pas le rôle des législatives? Est-ce que c'est pas le rôle des législatives? Vous parliez de Philippe Poutou. Jean Lassalle, il n'est pas seul à penser qu'on ne donne pas assez la parole aux petits candidats. Justement, écoutez, Philippe Poutou. Oui, il y a un problème démocratique de fond, bien sûr. Mais on savait en venant, on savait en s'invitant, on savait qu'en ayant les 500 parrainages, déjà on forçait un cadre d'invitation qu'on n'avait pas eu et on savait que ça serait compliqué. Et là, aujourd'hui, on a une démonstration assez grotesque avec des soi-disant débats qui carrément officiellement s'organisent avec les 8, parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais à quoi bon la loi des parrainages? Nicolas, filtre des parrainages, filtre médiatique entre guillemets, c'est vraiment ça la démocratie? C'est vrai que ça pose un problème parce que le filtre des parrainages, je le trouve parfaitement normal. Pour moi, le fait d'avoir une dizaine de candidats, ça peut parfaitement se gérer et c'est pas anormal. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le filtre médiatique, il est très contestable. On l'a rappelé.
Madame Hidalgo, aujourd'hui, elle fait partie des petits candidats, si on veut regarder juste... Même si son parti est très implanté. On est bien d'accord, mais finalement... C'est quoi le critère adéquat? C'est le sondage, c'est l'implantation? Exactement. Donc, au nom de quoi est-ce qu'on exclut et que, entre guillemets, pour des gens qui, pour l'instant, sont crédités donc, de faibles scores dans les sondages, pourquoi on en prend certains et pas d'autres? Et je voudrais revenir une seconde à votre question qui est sur le fond. Est-ce que les petits candidats sont utiles? Et la réponse, me semble-t-il, est qu'ils peuvent tout à fait l'être. Si on regarde certains thèmes très importants, par exemple le thème de l'écologie, l'écologie est arrivée dans la vie politique française avec certes la nomination mais aussi avec quelqu'un qui n'a pas fait un score énorme, 74. mais qui a mis dans le débat l'écologie. Et c'est clairement... Et qu'ils apportent des idées nouvelles au débat. Exactement. Et donc... C'est vrai qu'il y a cette dimension de diversité ou de pluralisme, et je pense que on a déjà une élection qui est quand même très en apesanteur avec, on va y revenir, le problème de l'abstention, avec le problème d'un débat qui ne se noue pas. Donc, si on assèche complètement le débat et le terreau, et il faut accepter effectivement qu'on ait des expressions diverses, mais donc c'est pour cette raison que je pense que les petits candidats peuvent être utiles au débat démocratique. Absolument. Mais absolument, mais il n'y a pas de petits candidats. Il n'y a pas de petits candidats. D'abord, je pense qu'il y a une loi du marché qu'il faut corriger. Que ce soit pour le cinéma, pour la littérature, pour les candidats, il y a une polarisation sur les premiers. Et ça, c'est un effet pervers qui fait que ça va sur les gros. On achète des gros best-sellers, on achète les gros candidats. Ce que proposait jadis François Bayrou, la Banque de la démocratie, devrait pouvoir rectifier ces distorsions. Oui, alors ça, moi, j'apprécie pas du tout. Oui, ça, est-ce que c'est vraiment à François Bayrou de choisir Par ailleurs, ce qui est très choquant et qui était, c'est que TF1 décide, si c'est TF1, d'enfreindre les règles de la République. Enfin, la République décide qu'il y a 12 candidats, TF1 décide qu'il y en a 10. Ils sont libres à TF1. Moi, je suis très choqué. Oui, mais je considère que ça... Et alors, évidemment, ils prétendent, et ils ont effectivement une forme de service public, mais qu'est-ce qui les oblige? À partir du moment où il y a la pluralité... Alors, évidemment, on sait, avec la fusion TF1 M6, ils veulent rendre service, ils veulent montrer qu'ils sont l'expression d'une pluralité, etc. Mais ils ont quand même invité un certain nombre de candidats, beaucoup de candidats. Ils auraient pu les inviter tous, mais ils ont quand même déjà... Pour moi, ils ont fait le job. Et en plus, c'était pas inintéressant pour une fois. C'est qu'il faudrait légiférer, c'est ça, Georges-Marc? Non, mais... Effectivement, TF1 peut inviter qui veut. Oui, mais pourquoi légiférer encore plus? C'est déjà extrêmement contraint. Il s'agit... dans un monde assez inégal par les moyens, l'exposition médiatique, de rendre, en tout cas, la période électorale ou préélectorale à armes égales. Là où je suis d'accord avec vous, là où je suis d'accord avec vous, peut-être qu'il faut l'étendre. Peut-être qu'il faut l'étendre cette période. Sinon, on triche. Au lieu de faire 1 x 8, qu'est-ce qui empêchait de faire 2 x 6? Oui, comme aux États-Unis, ça avait été fait. En mélangeant et ça aurait couiné. C'est que déjà tous les candidats ne veulent pas participer au débat. Alors, et je pense la responsabilité. Si un candidat ne veut, tant pis pour sa part. Non, mais ça c'est son droit le plus strict. Ensuite, TF1, c'est une chaîne privée. Ils rendent pas un service public. Même s'ils sont considérés. Ils ont le droit de décider comment ils organisent leur antenne à 1 heure de grande écoute pour maintenir l'audience. Je suis pas persuadé que, même si c'est sûrement passionnant, qu'un débat entre Philippe Poutou, Jean Lassalle et Nathalie Arthaud puisse être organisé par TF1. Je dis pas que c'est normal, je dis juste que je me mets à la place de l'entreprise. Je le ferai pas. Un petit mot, tout petit mot. Il y a quelque chose. Ce sera l'égalité totale. Oui, et moi je pense que ce débat-là, il risque de prendre un peu le feu. Là, en ce moment, il y a un mot-clé qui se déploie beaucoup, qui s'appelle pas de débat, pas de mandat. Et sur les réseaux sociaux, et Philippe Poutou dont on parlait, qui dit maintenant qu'il faut en appeler à une insurrection et pas seulement à des manifestations. On n'ira pas jusque-là, évidemment. Non, certainement pas. Mais enfin, on voit bien ce que pourrait être le deuxième mandat d'Emmanuel Macron avec des Français qui considéreraient qu'ils ont été absolument
Eh bien c'est pour cela qu'à mon sens, tous Mais ces la aspects... responsabilité, elle vient de... On sait à quel point c'est abrasif, on sait à quel point les demandes de référendum de toutes sortes, plus ou moins aberrants, existent. Donc cette demande de démocratie, elle est là. Et il faut des règles du jeu. Je ne suis pas d'accord. Si demain, le patron de TF1 ou de CNews décide de faire 24 heures sur 24, comme ça a été parfois le cas sur Zemmour ou sur truc, je trouve que c'est choquant au regard de la démocratie. On va avancer parce que cette semaine, la question Merci, général. La question Corse s'est invitée dans la campagne après plusieurs jours de violence à la suite de l'agression d'Ivan Colonna en prison. Gérald Darmanin a annoncé que le gouvernement était prêt à aller jusqu'à l'autonomie de l'île. Écoutez. La volonté de la République, elle est double. C'est la Corse dans la République. Il ne s'agit en aucun cas d'indépendance, mais par contre d'autonomie, qu'on a donnée à d'autres collectivités nationales. J'essaie de vous dire que le dialogue est très ouvert, mais qui ne peut se faire que dans le calme. Et tous ceux qui penseraient que le gouvernement cède à une quelconque pression en sont pour leurs frais. Sophie, c'est une proposition électoraliste à 3 semaines du scrutin maintenant. C'est évidemment électoraliste. Après, il faut savoir que c'est surtout, se trouve, dans la méthode, encore une fois, qu'il y a un problème. C'est comme donc Emmanuel Macron qui ne souhaite pas participer à un débat télévisé qui va se tenir là. Bon, là, on apprend par le Canard enchaîné qu'il y a des discussions avec ceux qui ont la majorité en Corse, donc autonomistes, des discussions, dire, bon, ben, voilà, l'autonomie, mais en même temps, vous allez pas mettre de bordel. C'était avant, évidemment, le drame pour Ivan Colonna. Et donc, on apprend ça. Les Français, comment ne peuvent-ils pas considérer que ce soit quelque chose d'électoraliste? Après, est-ce que c'est justifié ou non? La question se pose. Est-ce qu'il avait raison d'entamer des discussions comme on le fait en diplomatie, toujours de façon discrète? Certainement. Mais la façon à laquelle c'est apparu aux yeux des Français... Et puis les circonstances, effectivement. Mais donc, si c'est électoraliste, si je vous suis, les Corses sont majoritairement pour l'autonomie. Ah oui, très majoritairement. Est-ce que ça veut dire que les Corses vont majoritairement voter Macron? Ils ont voté beaucoup Marine Le Pen. Hein. Non, moi je crois que ce qui est... c'est une proposition d'Emmanuel Macron, là, c'est la proposition de son programme. C'est beaucoup plus sérieux que l'électoralisme, me semble-t-il. Le sujet sur le fond est parfaitement solide. C'est beaucoup plus sérieux. Non, ce qui interroge, c'est le timing, peut-être. Voilà. Et la l'autonomie, l'indépendance, tout bricolage ou toute réforme institutionnelle est sismique. Enfin, on touche à des choses sacrées, l'indivisibilité de la République ou pas. Tout ça, c'est des choses sérieuses et graves et qui engagent pour des siècles. Ça, c'est le fond. Et pourquoi pas penser, réfléchir, et depuis des années, à une autonomie, d'autant que les élus corses ont fait preuve récemment de beaucoup de maturité politique, en particulier M. Simeoni, qui se passe des choses intéressantes. Mais ça, le pouvoir, visiblement, ne s'y est pas intéressé depuis 2017. Et pourquoi? Allez leur demander. Et deuxièmement, c'est la méthode. C'est au feu les pompiers, comme en Guadeloupe, au feu les pompiers, alors qu'il y a eu quelque chose de grave dans cette prison d'Arles, où cet homme extrêmement symbolique a été agressé dans des conditions qui restent encore obscures. Hein. Je ferme ma parenthèse qui ne devrait pas être fermée. Et là, on sort une réforme institutionnelle, un petit chapeau, mais en fait, c'est un bricolage indigne, puisqu'on parle de la Ve République. Enfin, c'est trop sérieux pour dire au feu les pompiers, calmez-vous, on vous sort l'autonomie. C'est enfantin et dérisoire. Moi, ça me choque beaucoup, comme pour la Guadeloupe. On a sorti l'autonomie pour la Guadeloupe pour calmer les gens. Mais pour qui nous prend-on? Et pour qui prend-on la Constitution de la République? Nicolas, pour qui nous prend-on? C'est vrai que, très franchement, on a le côté électoraliste, et puis c'est vrai que c'est fait dans des conditions d'improvisation. Une fois de plus, ce sont les circonstances qui s'imposent. Ça pose aussi quand même un vrai problème pour cet État, qui est à la fois énorme. Donc, avec la pandémie, il a voulu réassurer les revenus des Français, le chiffre d'affaires des entreprises. Aujourd'hui, on le voit qui entend reconstruire de la souveraineté, se poser en principal résistant à Vladimir Poutine. Et en même temps, qu'est-ce qu'on constate? Que dans la première mission de l'État, c'est quand même d'assurer l'ordre public et la sécurité. Il n'est pas capable de le faire dans les prisons, alors qu'on avait 2 détenus qui étaient censés être particulièrement surveillés. Donc, ça pose la question de l'absence de traitement sérieux des détenus djihadistes. Et là, la question de l'autonomie est en réalité posée comme un moyen de rétablir l'ordre en Corse.
Et c'est une aberration. Donc ce qui n'est pas une aberration, mais là encore, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas discuté pendant 5 ans? Le fait de discuter de l'autonomie pour une île, c'est évidemment, compte tenu des spécificités, plutôt du bon sens. D'ailleurs, la plupart des îles en Europe ont des statuts qui renvoient à des formes d'autonomie. Qu'on discute de décentralisation dans un pays où on a bien vu, avec la pandémie, au bout du bout, c'est quand même les maires et les préfets qui ont fini par prendre les choses en main. Donc, qu'on ait besoin de décentraliser dans ce pays, évidemment, mais on ne le fait pas dans des circonstances pareilles. Ça doit être une stratégie, un débat, et pas du tout cette espèce d'improvisation sous la pression de la violence, et parce que l'État n'est plus capable de maintenir l'ordre public. Les autres candidats ont réagi à cette proposition du gouvernement, cette proposition qui est donc une proposition du candidat Macron. Écoutez. Ça fait des mois et des mois que nous défendons l'idée d'une autonomie de plein droit, de plein exercice en Corse. C'est l'opportunité de sortir d'une relation de défiance entre la Corse et l'État français. C'est l'opportunité de redonner des compétences à des territoires qui en ont besoin, et c'est légitime. Si on doit parler d'autonomie, alors on en parle. Et on en parle sérieusement, en disant quel article de la Constitution on veut appliquer. Ne fait pas ça, M. Darmanin. Je pense que de toute façon, il faut discuter, bien sûr, aller vers une autonomie qui soit législative et qu'on reste dans la République. Je suis attachée à ce que tous ces territoires restent dans la République. Ce qu'il faut, c'est pas seulement une autonomie pour la Corse, il faut mieux de gouvernement pour les Corses et résoudre un certain nombre de problématiques qui sont en Corse, c'est-à-dire l'autonomie, oui bien sûr, mais l'autonomie avec des indicateurs de performance, avec des résultats pour les Corses. Emmanuel, il y a un clivage droite-gauche sur ce dossier corse? Je pense que c'est inflammable parce qu'on est tous d'accord pour dire que la réponse au désordre public et à la violence urbaine ne peut pas être constitutionnelle. Mais moi, je vais même au-delà, c'est qu'on ne peut pas avoir une discussion aussi importante, aussi stratégique, constitutionnelle en période électorale. La période est absolument pas propice à prendre les bonnes décisions. N'oublions pas que dans le monde instable dans lequel on vit, cette île, quand même, est la porte d'entrée sur la Méditerranée. C'est pas juste la Corse dont on discute. C'est pas une discussion qu'on va pouvoir gérer jusqu'au 10 avril en période électorale. Alors oui, maintenant, les uns vont dire autonomie. On voit bien que Mme Pécresse, elle sait même pas exactement où elle se positionne. Ça fera pas bouger les lignes pour l'élection présidentielle. Premier tour, 10 avril. Deuxième tour, 24 avril, bravo. Quand on demande autour de nous, pourtant certains ne connaissent pas forcément les dates de l'élection. Certains, au contraire, connaissent les dates et disent d'emblée « je n'irai pas voter ». Attention, attention, nous disent les instituts de sondage. Une abstention massive est à craindre. Certains candidats mettent en garde. Écoutez. S'il y a une abstention massive, parce qu'il n'y a pas de débat démocratique, parce que les Français qui sont en colère se disent que finalement, à aucun moment, ils n'ont eu la possibilité de débattre face à face avec le président et de confronter leurs souffrances, leurs difficultés du quotidien, les difficultés de nos services publics, de l'hôpital, de la santé, de la justice. Alors l'élection sera illégitime? Non, alors il y aura une colère et une frustration. Georges Marc, il y a vraiment des raisons de craindre cette abstention massive, où on joue un peu à se faire peur là, avant l'élection, avant le premier tour? On ne sait pas. En fait, tout à l'heure, on a dit que l'abstention peut profiter plutôt à Macron. En fait, le fait que les partis populistes ont des électorats qui sont peu mobilisables. Donc, une accentuation de ce sentiment de frustration. Une accentuation de ce sentiment que le débat a été escamoté, blabla, etc. Tout ce qu'on dit. Et en psychanalyse, ça s'appelle le refoulé, quoi. Le refoulé. Donc on a un risque réel de retour du refoulé, débat refoulé sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, etc. Ouais, d'autant qu'on est dans un deuxième septennat sans enjeu de réélection, etc. Quinquennat, pardon. Je suis un peu 20e siècle. C'est mon côté vintage. C'est mon côté vintage. Donc il y a cette inquiétude que je partage, je veux dire, risque de retour du refoulé, 3e tour, 4e tour social ou autre. Alors regardez ces chiffres. Selon un sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro, 65% des Français pronostiquent une abstention inédite. Un électeur sur 4 pourrait ne pas aller voter. Nicolas, comment vous expliquez cette éventuelle abstention ? Je crois qu'il y a beaucoup de... Les raisons, elles sont connues. Déjà,
un système politique qui a perdu beaucoup de prise et de liens avec les électeurs, l'effet de la pandémie et l'absence de vrais débats présidentiels. Donc quand on cumule les trois, ça fait beaucoup. Ce qui me semble, c'est que derrière, c'est vraiment la crise de la démocratie. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un citoyen peut exprimer son désaveu de la démocratie? Il y a deux manières. Soit il bascule dans l'extrémisme, soit il se désengage et il s'abstient. Et ce qui est vrai, c'est que le paysage politique aujourd'hui est inquiétant sur ces deux fronts. On va avoir quand même plus d'un électeur sur deux au premier tour qui votera pour des partis extrémistes. Et si par ailleurs on a une abstention massive, ça fait quand même un contexte qui va être très lourd. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que finalement cette élection paraît en partie jouée, mais derrière, on n'aura jamais eu un contexte aussi difficile depuis les années 30 entre les difficultés du pays et la dégradation de l'environnement économique, international et stratégique. Et on va avoir, malheureusement, un peu comme dans les années 30, un système politique qui va être extrêmement fragilisé des deux côtés, la pression des extrémistes et le désengagement des citoyens. Alors, vous n'êtes pas raisonnable. On a entendu aussi cette semaine les mots forts de Gérard Larcher dans une interview chez vous, dans le Figaro. Il dit la chose suivante: s'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. C'est ce que dit Gérard Larcher. Sophie, il est légitime ce procès en illégitimité éventuelle d'Emmanuel Macron? Il est compliqué, surtout venant de Gérard Larcher, quand on sait la position qu'il occupe au sein de l'appareil de l'État et des fonctions qu'il pourrait occuper en cas de vacances de l'État. Donc pour moi, il y a... est-ce qu'il y a un dérapage? C'est un petit peu, effectivement, tous les soutiens d'Emmanuel Macron ont abondé dans le sens d'un procès en irresponsabilité, même en folie, en termes de folie, voilà. Mais est-ce qu'il y a une question s'il y a une abstention très forte? Non, je veux dire oui. Alors, si les Français ne sont pas particulièrement intéressés, non, ou s'ils ne sont pas participants à un vrai débat? Oui, mais c'était pareil en 2017. Il y a quand même eu... Et Valérie Pécresse, à combien d'abstentions a-t-elle été élue en Île-de-France? Je crois que c'était autour de 67% au régional. Donc que peut-on dire aujourd'hui que l'on n'ait pas dit à l'époque, ou comme critique du coup de la stabilité de ce qu'elle va retrouver là peut-être après le premier tour, c'est-à-dire son siège de première présidente d'Île-de-France. Donc je pense que c'était très dangereux. Ensuite, mais de fait, il y a un vrai sujet qui est celui et vous le disiez très bien, si effectivement l'abstention est extrêmement forte, en période aussi instable, ça va apporter du grain à moudre à tous ceux qui veulent appeler les Français à descendre dans la rue. Mais là où j'apporterai une certaine modération, c'est que pour moi, si ça se trouve, on pourrait bien être surpris en termes de participation à cette élection. Pourquoi ? Parce que il y a la peur. Et la peur, est-ce que ça empêche les Français d'aller voter, ou est-ce qu'au contraire, ça leur fait pas dire effectivement, Emmanuel Macron, j'ai voté pour lui en 2017, je parle d'une frange de gauche ou même de centre, droit, etc. Il m'a déçu, mais quand même, il faut aller voter parce que on ne sait pas ce qu'on a devant nous, et le pire n'est pas à exclure. La peur de l'Ukraine, évidemment, et non seulement la peur de l'Ukraine, on en parlait très bien tout à l'heure, sur les conséquences de la guerre en Ukraine, mais dans le porte-monnaie des Français. Et ça, c'est sans doute une motivation extrêmement forte, parce qu'on voit le prix du pain déjà qui augmente, on voit évidemment l'essence, et là, malgré la ristourne ou ce que l'État met en œuvre fortement pour éviter que les Français en pâtissent trop, on va forcément le payer un jour, et tout le monde le sait. Et donc il y a cette peur, et on dit mais on ne peut pas, et il faut quand même aller l'assurer de notre vote. Emmanuel, sur l'abstention, qui va en profiter? Personne, la démocratie n'en profitera pas, mais est-ce qu'il y a un candidat qui pourrait un peu tirer son épingle du jeu? Non, on ne le sait pas. Habituellement, c'est les électorats mobilisés, donc plus réduits, qui profitent. Mais on l'a vu au régional, Marine Le Pen n'a pas profité de l'abstention. Pour en revenir à Gérard Larcher, moi j'avoue que j'ai été très surpris. Elle a même payé. Oui, absolument. Elle a payé. Elle les a même engueulés le soir du premier tour. Pour en revenir à Gérard Larcher, moi j'avoue que j'ai été extrêmement surpris parce que il est le représentant des maires
Hein, et si le président de la République élu avec un taux d'abstention fort n'est pas légitime, alors Gérard Larcher délégitime tous les maires qu'il représente, puisqu'ils ont été élus au municipal avec des taux d'abstention qui étaient records. Maintenant, il y a un autre danger conjoncturel qui nous menace, c'est que c'est la première fois que les élections présidentielles sont organisées aussi tôt dans le calendrier, et on va tomber dans les 2 premiers, second tours dans des périodes de vacances pour des zones, différentes zones. Ça joue vraiment ça Moi, je serais intéressé de voir quelle est l'évolution par rapport à 2017 de ce que sont les demandes de procuration, par exemple. En 2002, ça avait eu un rôle très important. Absolument. Dans le fait que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Dans les catégories de Français qui peuvent partir en France en vacances. Oui, mais donc du coup, on sait où ça, dans quel électorat ça joue. Enfin, encore une nouveauté dans cette élection, on est face à non pas la gestion d'une crise, mais l'accumulation quasiment de toutes les crises systémiques en même temps. Et ça va se voir sur le résultat. Et là, je suis d'accord avec Sophie, on peut avoir 2 réactions qui sont diamétralement opposées. Des gens qui disent cette classe politique, aucun n'est capable de répondre à ces défis monstrueux qui arrivent tous en même temps comme un goulet d'étranglement, comme une espèce de planète killer qui nous arrive dans la figure, ou d'autres peuvent au contraire se mobiliser en disant il est temps d'agir. Et ça, personne n'est capable de le dire. J'ajoute que les sondages nous font des prescriptions sur les intentions de vote, nous alertent en nous disant attention, l'abstention pourrait être... Mais je n'ai jamais vu un sondage nous faire une prescription du taux d'abstention. Je vous redonne la parole tout de suite parce que c'est la fin de ce débat. Mais avant de se quitter, c'est l'heure du top flop. À chacun d'entre vous, une question simple. Lequel des candidats a marqué, selon vous, le plus de points cette semaine dans la course à l'Élysée? Lequel en a perdu le plus? Emmanuel, vous commencez. Votre top, votre flop? Alors, top, vu qu'on n'a pas le droit d'en mettre 2, je vais dire l'affiche du second tour qui nous est promise. Si, on a le droit, regardez. Ah bon, on a le droit, formidable. Alors, vous avez le droit à tout ici, Emmanuel. Merci. Alors, pour moi, c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour la séquence d'Emmanuel Macron sur toute la semaine, et pour, je le disais tout à l'heure, les qualités qu'a montré Marine Le Pen pendant le débat. Je pense qu'elle s'est vraiment détachée du lot et le flop soir. Le flop, c'est Éric Zemmour. J'ai trouvé sa conclusion lundi soir absolument pitoyable. Il cherchait ses mots comme s'il avait tout à coup compris que les seules 3 phrases qu'il a à vendre à la France sont totalement, mais hors de propos au regard des enjeux qui sont les nôtres. Sophie, votre top, votre flop? Alors, le top pour moi, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il a quand même, effectivement, et cette conférence de presse l'a prouvé. Vous m'aviez dit Jean-Luc Mélenchon, mais vous avez peut-être changé. Alors, j'ai changé d'avis depuis, parce que je trouve que depuis hier et depuis cette conférence, il y a quand même une habileté, je ne parle pas sur le fond, je parle sur la forme, en termes de top, et une capacité à agréger un certain nombre d'électorats quand même très divers, qui est assez forte. Et flop. En flop, eh bien, pour moi, c'est Jean Lassalle, parce qu'il avait laissé apparaître une vraie volonté de rupture en mettant en jeu sa candidature, mais il n'est pas allé au bout. Et je trouve qu'il aurait pu effectivement aller au bout de son projet. Nicolas, même question, votre top, votre flop? Alors le top, Emmanuel Macron, on l'a dit, c'est un tacticien redoutable, mais pour l'instant, il y a une forme de rouleau compresseur qui sera très difficile, à mon avis, à arrêter. Et pour le flop, pour moi, Éric Zemmour. Pourquoi? Pour les raisons qui ont été dites, c'est-à-dire que on voit apparaître maintenant toutes les limites du personnage, sa faible capacité en réalité à parler des problèmes de l'heure, et par ailleurs, ça jette, ce que je disais, ça jette la vraie lumière sur beaucoup de contre-vérités historiques qui ont été avancées pendant longtemps en toute impunité, et on voit que quand on raconte énormément de bêtises sur l'histoire, on en raconte aussi beaucoup sur le présent. Georges Marc, votre top, votre flop? Le top, oui, je ne suis pas très original, c'est Macron, parce qu'il arrive finalement à faire à la fois la guerre en Ukraine, si je puis dire, et une campagne qui n'était pas évidente. Et avec l'exercice chiant à la Beuve-Méry dont on parlait tout à l'heure, il y a parfaitement réussi. Je dirais le petit top, quand même, un autre top, M. Roussel, c'est ça le candidat communiste, oui, bien aussi. qui mène une campagne formidable.
honnête, qui rompt avec la malédiction d'une gauche décoloniale, avec des positions laïques, ouvertes, jouissives. Et je trouve qu'il fait une campagne. Le flop, c'est effectivement, c'est Zemmour, on l'a déjà dit, c'est Poutine l'a tué. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors continuez. Après tout, le week-end, c'est fait pour ça. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay et en podcast. Restez informés, restez sur Public Sénat. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Bon week-end à tous. Bye bye.